Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast de Finances fondamentales. Cette semaine, je vous propose une deuxième entrevue que j'ai faite, cette fois-ci avec Christine Pelletier. Vous avez déjà entendu quelques publicités sur le podcast de Christine et encore une fois, je suis transparent avec vous. Comme c'était le cas pour Simon-Pierre dans la première entrevue, Christine soutient le podcast et en échange, lui offre du temps d'antenne sur celui-ci. Tout ça, ça me permet de diminuer le nombre de publicités qui sont moins en lien avec le sujet des finances ou qui sont en anglais sur le podcast, tout en vous présentant des ressources ou des produits qui peuvent être intéressants pour nourrir votre réflexion sur vos finances. Et comme c'est le cas à tous les épisodes, je vous invite à utiliser votre jugement critique pour les informations que vous allez entendre qui vont être partagées dans la discussion entre moi et Christine. Il n'y a rien de ce qui va se dire qui est un conseil financier. Tout ce qu'on va discuter, c'est dans un but strictement éducatif. Donc, vous êtes responsable de vos propres décisions financières, que ce soit de faire affaire avec un professionnel ou d'investir de façon autonome. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à cet épisode bonus de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais ma deuxième entrevue, cette fois-ci avec Christine Pelletier, que vous avez entendu quelques fois déjà sur le podcast avec des publicités. Donc, Christine est conseillère représentante en épargne collective, conseillère en sécurité financière, conseillère en assurance et rente collective. Ça fait beaucoup de choses, on va en parler tantôt. Et en 2025, elle va faire son titre de planificatrice financière, donc elle va commencer au printemps 2025. Donc, Christine, je lui ai parlé après qu'elle m'ait écrit sur le podcast, donc une auditrice fidèle du podcast, puis elle m'a écrit qu'elle travaillait dans le domaine financier et elle m'a demandé si elle pouvait faire de la publicité sur le podcast à l'époque. Et j'ai dit, ça me dérange pas, mais avant de mettre de la publicité sur mon podcast, je veux te parler pour être sûr que je mets pas quelqu'un sur mon podcast que je suis pas nécessairement d'accord avec son approche. Donc, l'objectif, c'est pas juste de faire de l'argent, c'est de donner des ressources pertinentes aux personnes auditrices. Donc, quand j'ai parlé à Christine, j'ai tout de suite senti sa passion des finances, j'ai aimé son parcours. Donc, sans plus tarder, Christine, je t'inviterai à te présenter, premièrement, aux personnes auditrices, puis aussi à présenter ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine financier? Parce que tu n'as pas, de mémoire, tu n'es pas parti directement des études au domaine financier, tu travaillais dans un autre domaine avant. Fait que je te laisse la parole, je te laisse te présenter aux personnes auditrices. Ben super, merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. Puis j'en profiterai pour dire félicitations pour le podcast parce que je pense que ça a un impact vraiment important chez plusieurs personnes. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui écoutent le podcast, puis je peux voir l'impact que ça a. Fait que je pense que ça prend ça au Québec. Fait qu'en fait, effectivement, moi, j'ai grandi, j'ai été touchée le domaine financier avec mes parents dès le jeune âge, quand même régulièrement appris certaines bonnes habitudes de l'épargne. Puis j'avais toujours un intérêt pour les chiffres assez tôt. Je faisais des budgets où je regardais les chiffres puis je calculais des choses, j'aimais ça. Mais effectivement, à l'université, je suis allée davantage en santé. J'avais le choix de finance santé, ça finit santé. Mais je suis restée impliquée auprès de la finance pendant ce temps-là. J'ai été sur des conseils d'administration, puis impliquée auprès d'une institution financière, ce qui fait que je gardais ce domaine-là de proche. Puis je dirais que ça fait 6-7 ans que je me suis mis vraiment à m'intéresser beaucoup plus à la finance personnelle, donc à écouter des podcasts, à lire des livres, à vraiment challenger les conseillers que je rencontrais financiers parce que je voulais trouver la bonne personne pour moi. Vraiment me faire des chiffriers, faire mon bilan comme tu le fais dans le podcast, des choses. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que je donnais des conseils à mes amis, puis j'aimais ça à mes proches, puis je voyais l'impact que j'avais chez eux. On se revoyait 6-7 mois plus tard, puis ils me disaient hey, j'ai changé ça grâce à toi, puis j'étais comme mon Dieu, ça fait toute une différence. Puis des fois, c'est des petits changements au niveau de nos finances qui vont faire une grosse différence à long terme. Fait que ça m'a vraiment allumé, fait que j'ai décidé d'aller me former et de faire mes permis pour pouvoir faire ce travail-là, puis ensuite faire le choix de où je voulais travailler et de m'associer. En fait, je pense que c'est important de le nommer, là, dans le fond, je suis associée avec GFM Groupe Financier, qui est une firme de l'Abitibi. Moi, je suis située à Mirabel, donc je suis un autre bureau de la firme. Et récemment aussi, je suis en partenariat avec Gestion F. Lalonde, qui est un conseiller à un bureau à Laval. Puis, on doit le mentionner, là, dans le fond, j'offre les produits, dans le fond, les fonds communs de placement via NDCA Services financiers. Donc, ça vient avec, je dois mentionner tous ces éléments-là quand je partage les informations. Beaucoup de choses légales, c'est le stress que j'ai pas, moi, quand je fais mes petits podcasts dans mon sol, sans aucune expertise, sans aucun titre, j'ai rien besoin de mentionner. Mais aujourd'hui, je vais faire plus attention à ce que je dis pour pas qu'on se mette. En fait, moi, je ne mets pas les pieds dans les plats, mais pour pas te mettre dans une situation inconfortable. Je trouve ça le fun, ton parcours. Tu as travaillé combien d'années en finance, juste en santé?
par En curiosité, santé, avant de parler de ça. une quinzaine OK. d'années, en fait, principalement physiothérapeute de profession, puis après ça, par la suite, gestionnaire là, dans les services, principalement aux personnes âgées. Puis ça, c'est un côté quand même qui me sert beaucoup dans les finances, dans le sens où toute ma formation de relation d'aide, comme physiothérapeute, on doit définir des Mm. objectifs, on doit accompagner le client, le patient à mettre en place, s'améliorer sa santé. Donc, je fais beaucoup de parallèles par rapport à ça, puis de bien connaître les besoins à la retraite des personnes âgées, les impacts d'une invalidité ou de quand il arrive un problème de santé, c'est des choses qui m'aident quand même passablement maintenant avec les finances. En effet, en physio, tu poses des bonnes questions pour trouver la source du problème. Donc, c'est un petit peu la même chose en finance. Puis je trouve ça Tout à fait. intéressant parce que on a un parcours qui se ressemble un petit peu. Tu sais, tu t'intéressais. Ben, en fait, toi, tu t'es toujours intéressé aux chiffres. Moi, c'était à partir de 28 ans. Fait que ça, c'est différent, là. Je m'intéressais pas du tout aux chiffres avant. Par contre, t'as eu un éveil, on va dire, tu sais, depuis 6 7 ans. Tu dis que tu lis beaucoup, puis quand tu parlais à tes amis, tu avais le sentiment d'avoir un impact. Moi, c'est la même chose, c'est juste qu'au lieu de. J'y pense des fois là, sur le sideline de faire une couple de formation en finance, mais moi, j'ai plutôt décidé de faire le podcast. C'est plus simple pour moi de faire ça tranquille chez nous, mais je trouve ça le fun. Tu as eu le même éveil que moi. Puis je te pose une dernière question sur ton parcours. Ça a-tu été difficile de faire la transition, tu sais, du domaine de la santé? Tu vas avoir un salaire intéressant, fixe, stable, assuré, une pension peut-être et tout ça, et de te lancer un peu à pieds joints dans le vide dans le domaine financier. Comment ça s'est passé tout ça? Ben oui, je pense qu'il y a un certain défi par rapport à ça, mais je pense que c'est toute une notion que quand on a un projet, de se préparer puis d'adapter en fait nos finances. Puis ça, je pense que ça m'aide encore là quand je rencontre des gens. Tu sais, j'ai fait cette adaptation-là. Faut savoir que moi, je suis uniquement rémunérée avec les actifs sous gestion et les produits d'assurance que je vais vendre. Donc, j'ai pas de salaire à la base. Fait que il fallait vraiment que je parte. Je suis partie de zéro, j'ai monté ma clientèle, tout ça. Donc, j'ai préparé. Il y avait un défi, mais en même temps, il y a une fierté pour moi de le faire. Puis, je le sais, j'ai confiance que l'impact que je vais avoir chez les gens va faire une différence. Puis, c'est surtout ça qui m'animait. Fait que je dirais que les gens qui ont peut-être l'intention de faire un changement de carrière, je peux peut-être être une ressource intéressante pour les aider à mettre en place le plan financier. Puis je pense que quand on veut quelque chose, quand il y a quelque chose qui nous attire dans la vie, de s'offrir ce cadeau-là, de pouvoir le faire, cette transition-là, ça vaut la peine, puis tout ça. OK. Ben moi, c'est pas pour bientôt. Je suis encore plus passionné d'enseignement à l'université que de finance, mais bon, c'est vraiment une passion qui commence à m'habiter de plus en plus. Donc, je t'amène vers un autre élément. Tu es une auditrice du podcast, comme je disais. Tu sais que je prône principalement l'éducation financière et beaucoup la gestion autonome de ses finances aussi sur le podcast. Et après un an de discussion, ben, tu n'es pas encore fâché contre moi, même si je continue à tenir un discours similaire sur le podcast. Je te pose donc la question. Présentement, l'éducation financière, la littératie financière est de plus en plus disponible à travers des livres ou même des podcasts. Il y a plusieurs personnes qui parlent de finances, notamment le mien où je fais la synthèse des livres. Et c'est de plus en plus facile d'investir de façon autonome sur notre téléphone, sur des applications comme Wealthsimple, Disney, etc. Euh, c'est quoi, selon toi, dans ce contexte-là où tout est plus facile d'accès, c'est quoi, selon toi, les avantages de faire affaire avec un conseiller financier? Ben, en fait, je pense qu'il y a plusieurs éléments à considérer. Puis, tu sais, je te suis dans le parcours, dans le sens que moi aussi, j'ai fait ce parcours-là où, au début, où j'ai lu certains livres, puis ils parlaient des frais de gestion, puis tout ça, puis là, ça remettait en question. Puis, j'ai fait de l'investissement autonome moi-même. Donc, tu sais, j'ai passé par ce parcours-là. Par contre, avec mon expérience des dernières années, j'ai aussi vu, puis en parlant avec plein de clients, les avantages, puis à certains moments donnés, pourquoi c'est important, je pense, de faire affaire avec un conseiller. Je pense que le premier élément qui est important de voir, c'est est-ce que c'est quelque chose qui nous passionne? Est-ce qu'on a beaucoup de temps à investir? Parce que oui, c'est vrai que c'est simple relativement d'acheter un FNB à chaque mois, puis d'investir, puis tout, mais il y a un paquet d'éléments autour de ça qui va être important à considérer. La fiscalité, c'est quoi mes priorités? Quand est-ce que je vais avoir besoin de ces sous-là? Comment je vais peut-être avoir besoin de les sortir, ces sous-là? C'est quoi l'impact fiscal versus mon revenu? Est-ce que ça va évoluer dans le temps? Mon rôle comme conseillère, c'est de venir tenir compte de tous ces éléments-là, puis vraiment m'assurer que ça va tenir la route. C'est juste en 2024, on a eu les changements pour les gains en capital, on a eu les changements au niveau des fonds revenus viagers, les FRV, les fonds de retraite que les gens sortent d'un employeur. Ça a énormément d'impact sur le plan à la fin. Fait que, c'est tout ça mon rôle.
On le sait que notre situation de vie change, elle évolue, nos projets de vie, nos emplois changent. Il y a tout plein d'éléments par rapport à ça qu'il faut voir, venir analyser quand on fait ces changements-là. Les émotions, hein, au niveau émotif, on le sait qu'en finance, des fois, on fait certaines choses qui sont peut-être pas les mieux mathématiquement. Puis je le dis à mes clients, des fois, je vais leur expliquer certaines choses, puis ils vont me dire émotivement, ils font un autre choix. Puis une fois qu'on a parlé de la question, ça peut être correct aussi de faire ce choix-là, qui est des fois un petit peu plus émotif, si ça les rassure, si ça vient aider leur plan, tout ça, mais d'en prendre conscience puis d'avoir de l'aide de ce côté-là. Puis, ben, un des défis, je pense, avec l'éducation financière qui est accessible, c'est que là, maintenant, on entend parler de beaucoup de choses. Puis là, de Ouais. savoir laquelle je devrais appliquer à ma situation, laquelle est la plus avantageuse, comment je la mets en place, tout ça. Des fois, je pense que c'est le défi, puis ça peut faire en sorte que les gens vont prendre plus de temps à se mettre en action parce qu'ils hésitent face à la stratégie. Et je pense que le conseiller peut venir aider aussi également sur ce volet-là. OK. Ben, je te rejoins sur certains éléments, puis ceux qui écoutent le podcast vont peut-être voir qu'il y a une petite une évolution ou un changement plutôt dans ma philosophie par rapport à l'investissement autonome. Là. Tu sais, ceux qui écoutent les épisodes il y a 2 ans, j'étais très dans la voie que tout le monde pouvait. Là. Tu sais, éduque-toi, puis investis à chaque mois dans un FNB, puis ça va être facile, tu n'as pas besoin d'avoir de conseil financier. J'étais quand même un peu plus tranché dans mon opinion. Depuis 1 an, je fais des accompagnements, donc j'ai peut-être accompagné une soixantaine de personnes à date et je me rends compte un peu ce que tu dis là, que entre la théorie et la pratique, des fois, il y a une grosse différence. Puis juste au niveau de l'investissement, là, on va dire des rendements, là, tu sais, d'investir dans un FNB une fois par mois, juste ça, des fois, qui est la base, là, c'est pas tout ce qui est l'aspect financier. Il y a d'autres choses. Tu as parlé de fiscalité, prendre le bon compte, tu sais, le CELI, le REER au bon moment, le décaissement à la retraite. Il y a plein de choses à penser autour. Mais juste le fait d'investir dans FNB une fois par mois, il y a même des gens que je rencontrais que c'était difficile. Difficile au niveau de la gestion des émotions, difficile au niveau de la compréhension aussi. Tu sais, fait que moi, je pense qu'au début, j'analysais beaucoup l'investissement autonome avec ma tête à moi, tu sais, qui gère ses émotions, qui n'a pas d'émotions sur le marché boursier ou presque pas, qui comprend bien les concepts, qui est capable d'être régulier dans tout ça. Mais je dois te rejoindre un petit peu, puis je pense qu'il y en a encore beaucoup que s'ils s'éduquaient financièrement, ils seraient capables de le faire de la bonne façon. Mais je pense qu'il y en a qui s'éduquent financièrement, puis peut-être ça va prendre beaucoup plus de temps qu'une personne comme moi, peut-être qui a lu au début, ou d'autres personnes hein, qui comprennent peut-être plus vite les concepts ou qui sont plus aptes à faire ces choses-là. Fait que je te rejoins un petit peu, puis je dois dire que j'aurais peut-être pas tenu le même discours il y a 2 ans, mais aujourd'hui, je dois dire qu'en effet, il y a des gens que j'accompagne pendant 1 heure, 2 heures, puis je leur dis après, j'ai dit, ben, je pense que tu es mieux d'aller vers un conseiller financier, puis peut-être que dans 3-4 ans, tu vas être capable de faire une façon plus hybride. On va peut-être en parler un peu plus tard de la façon hybride, ou peut-être que tu ne seras pas capable, ou peut-être tu vas partir autonome dans 2-3 ans aussi. Mais pour l'instant, t'es mieux d'y aller avec un conseiller financier, tu vas avoir beaucoup plus d'avantages que de le faire toi-même. Là. Fait que, Ben, je dirais, tu sais, puis ça, on en parle des fois, puis je pense que si les gens veulent tester certaines choses par eux-mêmes à côté, c'est super correct. Dans le sens que quand tu fais certaines actions par toi-même, tu risques de plus être impliqué, tu risques d'aller chercher des connaissances puis d'acquérir. Puis je pense qu'à long terme, la personne va être gagnante, puis ensemble, on va juste faire une bonne synergie, puis ça va s'améliorer. Fait que, tu sais, de tester des choses, ça a un certain avantage. Mais en même temps, j'ai aussi vu des gens qui ont fait certaines erreurs financières qui ont coûté des sous d'excéder des CELI, des droits CELI parce qu'ils ne savaient pas que la RC revient avec certains, dans le fond, des frais par rapport à ça. Je pense qu'il y a un risque d'erreur des fois au début plus grand, fait que de pouvoir tester certaines choses avec différents modes, ça permet, je pense, d'aller chercher le meilleur des deux mondes, en fait. ouais, puis c'est pas tout le monde qui a la même passion que moi et que tu as probablement Ouais. de mettre des chiffres dans un fichier Excel. Donc, c'est ça. Je t'amène vers une autre question. Tu viens de parler justement que tu étais ouverte tu sais, à tester des choses avec les personnes qui peuvent tester de leur bord, travailler avec toi. Puis, ça m'amène à te poser la question. Là, il existe plusieurs professionnels dans le monde financier. Tu sais, on l'a vu juste avec tes titres. Au début, là, j'ai nommé 3-4 titres. Mais des fois, dans les podcasts que j'écoute, on parle aussi de faire affaire avec son fiscaliste, son entreprise, comptable. Bon, c'est quoi, selon toi, ce que les gens devraient rechercher ou valider avant de faire affaire avec un conseiller, un professionnel du domaine? Parce que là, tu parles que toi, tu es ouverte, mettons, à travailler avec lui de son côté, puis toi, tu fais tes choses. Mais il faut que la personne avec qui tu travailles, même si tu es en mode hybride ou 100% avec ton conseiller, il faut que cette personne-là fasse un bon travail. Donc, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, selon toi, là, pour trouver la bonne personne? Tout à fait. Ben, je pense que la première élément, ça va être de valider en fait son offre de service, puis qu'est-ce qu'elle utilise comme service. Puis je pense que tu as nommé effectivement comptable, fiscaliste. Je pense qu'on a chacun nos expertises.
en termes de mon côté, dans le fond, mon expertise est beaucoup dans le conseil financier sur l'investissement, sur les assurances. Donc, je vais avoir des connaissances plus spécialisées là-dedans. Fait que je pense qu'il faut vérifier, est-ce que le conseiller est spécifiquement sur un service, sur plusieurs? Est-ce qu'il y a une approche globale? Tu sais, quand moi j'accompagne mes clients, on va parler de l'hypothèque. Je suis pas la spécialiste de l'hypothèque. Je vais parler des éléments qu'il faut qu'ils regardent, puis d'aller chercher un spécialiste de l'hypothèque pour pouvoir le faire, puis on va joindre nos expertises ensemble. Moi, je connais le client avec un certain nombre d'informations, puis on va joindre tout ça. Donc, de valider un peu son offre de service, puis pourquoi il offre ces services-là? Tu sais, juste dans l'investissement, on sait qu'il y a les FNB, on sait qu'il y a les fonds mutuels, on sait qu'il y a les fonds distincts chez un assureur. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients pour que le conseiller puisse être en mesure d'expliquer pourquoi il utilise un versus l'autre, puis pourquoi dans la situation de la personne, il utiliserait certains produits. Je pense que ça, c'est important que le conseiller soit à l'aise d'expliquer ça. Fait que si déjà il veut plus ou moins répondre à nos questions, ben peut-être que c'est un signe que c'est peut-être mieux d'aller vers une autre personne. Assurément. Sa rémunération, dans le fond, il y a différents types de rémunération possibles, principalement au Québec. On a les commissions de suivi qui sont plus un frais intégré du fonds et du conseiller. Donc, on a un taux global qui est intégré au rendement, qui est plus ou moins précis. On a les conseillers honoraires. Puis moi, c'est vraiment ce que j'ai choisi. C'était important pour moi que le client sache combien il me paye, c'est quoi la rémunération. Il le voit passer à chaque mois. Donc, il est en mesure d'évaluer si la valeur que j'y apporte vaut la peine. Puis aussi, tu sais, ce type de conseil-là, c'est intéressant si vous êtes en compte non enregistré parce que c'est déductible d'impôt. Donc, tout dépendant à un moment donné, quand les REER CELI sont toutes maximisés, je pense que c'est un élément à considérer. Il y a bien sûr les conseillers à l'heure qui sont davantage des planificateurs financiers avec la possibilité souvent de forfait, donc un taux annuel qu'on va payer pour un certain nombre de conseillers. Est-ce que le conseiller a des bonis qu'il reçoit, dans le sens versus le nombre de volumes de produits qu'il vend ou les actifs qu'il a? Je pense que c'est des questions qui se posent à valider par rapport à ça. Moi, j'ai choisi l'indépendance, la transparence, donc j'ai la même rémunération, peu importe le fonds que je choisis. J'ai pas d'avantage à en choisir un plus que l'autre. Mon travail, c'est de choisir le meilleur pour mon client pour être sûr qu'il grandisse. Fait que ça, je pense que c'est des choses qu'il faut valider. L'ouverture, la disponibilité à répondre aux questions, le fait de partager. J'en profiterai par contre aussi pour rappeler que l'important, c'est de valider sur l'AMF, est-ce que le conseiller est enregistré? C'est la première façon de s'assurer que c'est quelqu'un qui a des permis pour vous desservir dans le domaine. Ça, c'est important également. Puis, je pense toute la notion de simplicité, d'expliquer les concepts financiers, mais de s'adapter aux besoins du client, ça aussi, c'est un élément important. Tu as mentionné quelque chose. Ce que tu viens de mentionner, c'est des choses que j'avais lues ici à droite et à gauche. Donc, je te relance pas sur ces éléments-là. Mais il y a une chose que tu as dit que compte dans non enregistré, puis là, je vais peut-être apprendre quelque chose aujourd'hui. Compte dans non enregistré, on peut déduire les frais de conseil qu'on obtient dans l'année. Est-ce que, exemple, je remplis mon CELI tranquillement, mon REER, dans 3 ans, on va dire tout est plein, puis là, je commence à investir dans du non enregistré. Est-ce que les frais de déduction sont, on va dire que tous mes avoirs sont avec toi, là, CELI, REER, REE, tout ça. Est-ce que les frais de déduction sont en fonction de la pondération de ce que j'ai dans le non enregistré? Je vais mettre des chiffres clairs pour les auditeurs. Là, on va dire que j'ai 100 000 dans tous mes comptes, puis que là, je mets 1 000 dans mon non enregistré. Est-ce que je peux déduire l'entièreté des frais de conseil ou je peux juste déduire, là, je fais 1000, c'est 1%, ouais, 1%, ou je peux juste déduire 1% des frais de gestion que j'ai encourus dans l'année? C'est juste sur le compte non enregistré parce que les autres comptes ont déjà des avantages fiscaux vu qu'ils sont enregistrés, donc il y a des avantages fiscaux. Par contre, par exemple, là, selon, tu sais, ça serait à voir avec vos conseillers, mais souvent, on a un frais global de l'ensemble des actifs. Donc, plus vous avez, il y a des fois des grilles dégressives. Ouais. Donc, là, dans ce temps-là, les frais vont être tenus compte sur l'ensemble des actifs que vous possédez. Fait que, il y a quand même une réduction versus l'ensemble des frais. Puis là, ben, ça va être déductible juste là, sur le compte non enregistré. Super, ben c'est bien. Je pensais que c'était juste quand tu avais une entreprise que tu pouvais déduire ce type de frais-là, mais en effet, j'avais mal compris le concept. Je continue un petit peu vers là quand tu parles de poser les bonnes questions, de faire nos vérifications qu'on investit avec un conseiller. Souvent sur le podcast, je parle d'investissement indiciel qui peut être investissement passif aussi. Puis je dis qu'au personnel, on est mieux dans la majorité du temps d'aller vers de l'investissement indiciel, notamment à travers les FNB. Ça, c'est au personnel. Mais quand on fait affaire avec un professionnel, est-ce qu'on est mieux de faire affaire avec un professionnel qui fait de l'investissement passif ou de l'investissement actif? Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a entre 5 et 15% des produits actifs, que ce soit au personnel ou avec des professionnels. Là, les gens au personnel ne font pas mieux que les professionnels en investissement actif. Quand je lis, c'est ça, c'est 5 à 15%.
Puis je reçois des propositions quand j'accompagne les gens. Souvent, on va dire que Patrick est avec l'institution A en ce moment, tous ses avoirs sont là, puis il y a tel produit. Puis là, il se fait approcher par l'institution B parce qu'il commence à avoir un bon actif net. Et l'institution B lui dit, viens avec nous, on peut faire X% de rendement de plus grâce à ce portefeuille-là avec ces produits-là qui sont gérés de façon active. Et ce qu'on met comme produit dans ce portefeuille-là, ben, c'est des fonds actifs c'est les gagnants là, des 5-10 dernières années qu'on propose à ce client-là. Donc, je trouve ça facile d'attirer des gens avec cette stratégie-là, sachant pas que dans les 5-10 prochaines, est-ce que ça va être encore ces fonds-là qui vont être gagnants? Fait que, c'est quoi, toi, en fait, c'est quoi ton approche là, par rapport à passif, actif, dans tout ça? Bonne question. Je peux peut-être te répondre par rapport au conseiller, puis après je te réponds à l'autre OK. partie. Je pense qu'effectivement, si vous faites attirer juste pour un rendement, je pense que c'est dangereux. Je pense que quand on va chercher un conseiller, oui, le rendement, c'est quand même important. Là, on veut pas avoir un rendement trop sous les indices, là, mais on veut surtout avoir un valeur conseil, puis toute la valeur ajoutée qu'il va nous offrir autour de ça. Donc, je pense que c'est des éléments qu'il faut tenir en compte. Pour l'approche d'investissement, je pense que moi, ultimement, c'est que je veux essayer de m'assurer que vous avez un bon rendement, puis je vais y aller vraiment souvent par rapport pour évaluer un fonds, pour aller évaluer selon le pourcentage d'actions qu'il y a dans le fonds, un certain rendement qu'on va s'attendre face à l'évolution des marchés puis l'historique. Et quand je vais regarder un fonds avec quelqu'un d'une autre compagnie, ben je vais aller faire cette comparaison-là pour dire est-ce que c'est un bon fonds ou non, pour voir le rendement. Dans les fonds que je propose aux clients, oui, il va y avoir des fonds indiciels là-dedans. Oui, il va y avoir des fonds actifs. Ultimement, je veux apporter une valeur ajoutée, puis je vais ajouter un rendement, puis je vais toujours comparer les fonds que j'utilise justement à l'indice. Oui, j'ai pas de garantie que l'année d'après, il va toujours surperformer tout ça, mais ma job en premier lieu, si on me paye des frais, dans le fond, on me rémunère, c'est pour aller faire une sélection de placements qui techniquement devrait apporter une valeur ajoutée, puis si possible, au-delà des indices. Fait que je me compare très souvent au FNB indiciel et à l'indice boursier pour essayer de tenter le plus possible d'avoir une valeur ajoutée. Sans oublier que la valeur ajoutée va au-delà du rendement aussi avec le conseiller, mais idéalement, on essaie de ne pas avoir des rendements sous l'indice. Fait que ce que je comprends, c'est que tu pourrais être 100% indiciel, tu pourrais être 100% actif. Idéalement, tu aimes mélanger les deux pour offrir le meilleur rendement possible à ton client en respectant son profil d'investissement et en ayant le meilleur rendement possible tout en diminuant la volatilité du produit. Je leur dis dans mes mots parce que je pense qu'il y a des choses que tu fais, faut que tu fasses attention à ce que tu dis, là, mais Non, mais t'as des bons mots dans le sens c'est que bon. oui, il faut tenir compte de l'horizon de placement du client. Quand j'ai eu l'échange sur le profil d'investisseur, c'est beaucoup un échange pour comprendre comment la personne réfléchit face à un risque, face à cette situation. Fait que des fois, oui, on va choisir le FNB indiciel peut quand même bouger assez, avoir une certaine volatilité. J'ai des fonds qui ont moins de volatilité qui vont amener peut-être un rendement comparable ou similaire. Fait que pour certaines personnes, peut-être je vais dire, ben, je vais faire ce choix-là parce que l'horizon de placement, je prends l'exemple des CELIA puis des maisons. Tu sais, des fois, les gens vont me dire, OK, c'est dans 4 ans, puis finalement, ils me rappellent 8 mois plus tard, puis c'est, oups, je viens d'acheter ma maison. Fait que moi, il faut que je tienne compte de tout ça quand je fais ma recommandation, que la situation pourrait évoluer plus vite qu'on le pense. Puis je veux essayer d'éviter de me ramasser dans une période où les marchés vont être vraiment en baisse, puis on va avoir une perte dans le portefeuille. Fait que c'est tout ça que je vais tenir en compte quand on va faire la recommandation. Puis on va choisir ensemble un peu les pourcentages dans quel fonds on va prendre, puis tout, puis je vais expliquer pourquoi, puis après ça, on fait une décision éclairée ensemble. Puis quelle place prend l'éducation financière dans ton travail, là? Ben, en fait, je vais t'amener un petit peu à l'autre question, puis peut-être que on va y répondre, puis je la garde en tête pour plus tard, mais je voulais te demander, peux-tu me donner des exemples, justement? Tu sais, tu parles d'accompagner les clients, donner de la valeur ajoutée. As-tu des exemples où tu as fait une différence vraiment dans la valeur ajoutée que tu as apportée aux clients, là? Mais je pense qu'on aide beaucoup dans toute la notion de stratégie puis effectivement d'éducation financière pour venir aider les gens à connaître des choses qu'ils ne connaissent pas. Quand on parle, mettons, stratégie d'investissement REE, il y a des avantages de faire des cotisations en début d'année versus des fois à la fin d'année d'utiliser des stratégies. Par exemple, des fois utiliser l'épargne retraite, on va la faire via le REE, puis on va transférer les sous plus tard dans les comptes enregistrés. Dans le fond, d'aller créer des opportunités avec des liquidités qui ont déjà, mais juste en les faisant une allocation différente et les moments où on le fait, ça va venir faire en sorte qu'on va aller chercher, exemple, les subventions qu'on n'aurait pas été chercher parce que les gens ne savaient pas qu'on pouvait peut-être mettre l'épargne retraite puis les utiliser. Ou toute la stratégie de cascade d'un enfant plus vieux, un enfant plus jeune. Fait qu'on vient apporter des stratégies
faut optimiser chaque dollar. Moi, j'aime ça leur dire, là, on gagne tant d'argent dans notre vie, là, mon travail, c'est d'essayer de vous en donner le plus pour chaque dollar que vous allez investir. Tout ce qui est l'évaluation de prendre un REER, est-ce que c'est pertinent ou non pour moi? C'est pas juste le taux d'impôt que j'économise, il y a tous les crédits sociaux fiscaux, puis oui, il y a à l'âge où je le prends, mais il y a tout l'impact à la retraite. À la retraite, il y a beaucoup de crédits sociaux fiscaux. Fait qu'il faut pas négliger. C'est pas automatique que je vais gagner moins ou que je vais payer moins d'impôts à la retraite. Fait que moi, j'utilise des outils pour venir appuyer mes décisions puis pouvoir l'expliquer aux clients sur pourquoi je vous dis peut-être que cette année, ben oui, on va la payer l'impôt parce qu'à long terme, ça va être beaucoup plus gagnant pour vous qu'ici et maintenant. C'est fou, ça. C'est quelque chose Ouais. qui je te dirais, le corps des accompagnements que j'ai fait, c'était REER versus CELI. Puis il y a tellement de choses à prendre en considération. Tu sais, moi, je fais le meilleur calcul que je peux avec allocation familiale, crédit d'impôt à retraite, crédit d'impôt. Il y a plein de choses à intégrer dans le calcul. Puis j'ai écouté des podcasts où les gens ont des logiciels spécialisés pour Ouais. ça qui vont beaucoup plus loin que ce que moi je peux faire. Moi, je leur dis c'est la base, mais si tu veux une réponse, tu sais, quand la différence est flagrante, là, tu as 300 000 de moins si tu vas dans ton REER à retraite, ben là, je suis capable de dire, d'après moi, il y a une possibilité que le CELI soit mieux dans ton cas, mais va toujours consulter un professionnel, bien sûr, si tu veux la vraie réponse. Mais des fois, quand c'est super serré, je leur dis, ben là, t'es mieux d'aller avec un logiciel qui peut te permettre de faire les vrais calculs là, pour ça. Fait que c'est vraiment une question que les gens ont, puis je pense qu'en effet, ça peut être une valeur ajoutée. Là, quand on parlait tantôt d'aller au-delà des rendements, de choisir le bon compte, je pense que c'est un gros morceau aussi. Là. Tout à fait. Fait que, tu sais, on a un rôle de coach, d'accompagnateur, de motivateur, de venir mettre des actions en place. Fait que, tu sais, je pense que on fait une différence de ce côté-là, le décaissement des REA. Tu sais, c'est une chose d'accumuler les REA puis de faire bien l'accumulation, mais il peut avoir un impact sur la valeur finale du REA. Comment je vais le décaisser? C'est quoi mes stratégies? J'ai vraiment besoin de réduire mon risque? Si le, Si je fais de l'épargne retraite via le REA en quelque sorte, puis je fais de l'investissement à long terme, ben je réduirai pas mon risque avant le retrait REA. Mais si mon enfant s'en va étudier à l'extérieur, puis j'ai besoin de sous pour payer son logement, payer ses études, ben là, c'est certain qu'on va venir l'ajuster. Fait que c'est de tout prendre ces petites décisions-là qui vont faire une différence sur ma valeur de mon patrimoine à la fin, là. Super. Puis quand tu commences un accompagnement, là, tu viens de parler de la valeur ajoutée que tu peux apporter aux gens qui font affaire avec toi. On va dire que tu commences à accompagner quelqu'un. Comment ça va se passer avec cette personne-là? On va dire que quelqu'un écoute le podcast là, il est avec un conseiller financier en ce moment, ça va pas bien, ou il a jamais commencé à investir, puis là, il dit, ah ben Christine a l'air sympathique, je vais y écrire, il t'écrit, puis là, vous contactez, tu rencontres cette personne-là. Comment ça se passe, là, le début de l'accompagnement? Ben, souvent, ça dépend de la personne, elle est où. Des fois, ils ont des questions très spécifiques au début, puis ils veulent surtout me connaître, puis voir, tu sais, qu'est-ce que j'offre comme service. Fait que des fois, on va faire une première rencontre qui est plus exploratoire, puis on va échanger. Si les gens veulent d'emblée aller un peu plus loin, puis se dire, OK, je cherche vraiment quelqu'un, ben là, on va vraiment prendre un rendez-vous d'une heure, puis là, on va vraiment échanger. Moi, j'ai besoin de connaître la personne avant de pouvoir offrir des conseils financiers parce que je veux vraiment m'assurer que j'adapte mon plan. Fait que c'est quoi ses rêves? C'est quoi ses passions? C'est quoi ses priorités de vie actuellement? C'est quoi sa situation familiale? D'où elle arrive avec ses connaissances financières? Qu'est-ce qu'elle a vécu comme expérience également? Plus j'en sais, plus c'est facile après ça d'aller m'adapter puis de vraiment offrir le conseil personnalisé. Je m'assure toujours de répondre aux questions. Là, des fois, normalement, les gens arrivent avec quelques questions. Quand ils décident à prendre rendez-vous, il y a quelque chose qui a déclenché ça. Fait qu'on va s'assurer au moins de répondre à ces questions-là. Puis s'assurer qu'il y a un fit. Je dis souvent aux gens, si après la rencontre, vous vous sentez pas si à l'aise ou je suis pas la bonne personne pour vous, c'est super correct. C'est important, on se livre à beaucoup d'informations. Le conseiller financier, souvent, en sait beaucoup. Donc, il faut être sûr qu'on est à l'aise, on est sûr que c'est la bonne personne pour nous, puis n'hésitez pas à poser vos questions, puis à vous sentir. Puis souvent, je dis aux gens, écrivez-moi après le rendez-vous, vous me reviendrez, puis vous déciderez si vous allez vers un deuxième rendez-vous. Sinon, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, ça m'a fait plaisir de vous donner des conseils, puis ça sera tant mieux. Mais je pense qu'il faut avoir cette relation de confiance-là. Puis moi, je veux vraiment travailler à long terme avec les gens. Je veux qu'on bâtisse quelque chose, je veux les voir évoluer, j'aime ça les voir réaliser leurs projets, leurs rêves. Fait que c'est comme ça que je veux travailler. Fait que je veux qu'on mette en place ces conditions-là avant de rentrer trop dans la technicalité des chiffres puis dans le quoi et comment. Puis, je suis curieux, les gens qui t'écrivent après avoir vu entendu plutôt tes publicités sur le podcast, qu'est-ce qui leur, qu'est-ce qui leur manque de façon générale? Tu sais, qu'est-ce qu'ils vont chercher auprès de ton expertise habituellement? Si tu as la réponse, peut-être qu'il n'y a pas de distinction avec les clients habituels, je suis juste curieux.
Non, ben je pense que est-ce qu'il y a une distinction? Je pense que souvent ils sont un peu plus allumés, les gens sont un peu plus engagés, ils ont te déclenché le désir de vraiment se prendre Poser en des main, questions. mettre des choses. Ben j'adore ça, moi j'aime ça. Moi, le client qui me dit je te fais toute confiance, puis je sais pas, j'aime moins ça, à la limite, j'aime ça qu'on OK. échange, qu'il me challenge, qu'on puisse réfléchir ensemble parce que il y a énormément de choses à tenir en compte, puis la personne, elle connaît vraiment bien sa réalité. Fait que moi, je suis là pour amener des idées, mais après ça, c'est ultimement, c'est elle qui va me dire, ben, OK, ça me plaît plus, ça me plaît moins. Fait que je pense qu'ils ont un désir, mais souvent, ils sont un peu incertains dans beaucoup de choses. Fait qu'ils se disent, OK, mais j'ai pensé à ça, mais là, j'ai telle affaire, j'ai tel projet que j'aimerais ça réaliser. Fait qu'on vient un peu mettre de l'ordre puis des priorités. Puis je viens souvent répondre à des questions plus techniques, de dire, mais OK, je peux-tu faire ça? C'est quoi la limite dans tel compte? Fait qu'on vient un peu éclairer tout ça, puis simplifier, je pense, le plan. En deux, trois rencontres, normalement, on est capable de mettre en place un plan, un bon plan qui correspond à leur priorité, puis on sait où on s'en va par la suite. Puis après ça, ben c'est parti, puis on automatise, comme tu sais, pour moi, l'épargne automatique, c'est important. Fait qu'on met en place le plan, puis après ça, ben ça roule, puis on ajuste ensuite. Tu sais, c'est important. Souvent aux gens, tu sais, moi, je suis là pour vous aider, puis faire certains, tu sais, on va faire des suivis annuels ou biannuels, tout dépendant des besoins. Mais c'est important que les gens nous interpellent quand il arrive une question financière. Même des fois, on va parler du changement de véhicule. Tu sais, c'est quoi l'impact que je loue dessus, je l'achète dessus. C'est pas un placement, mais c'est important que ça fait partie des liquidités que la personne va avoir dans sa vie, puis il faut déterminer où on devrait les mettre, ces liquidités-là. Et super, puis ça fait un lien parce que là, il y a du monde, justement, qui écoute un podcast, qui deviennent de plus en plus, je l'espère, éduqués financièrement et qui réfléchissent peut-être à investir de façon autonome après avoir écouté mes 40 fois où j'ai dit que c'était possible et que c'est faisable. De quelle façon, selon toi, les gens devraient déterminer s'ils sont plutôt, s'ils devraient plutôt consulter un professionnel ou s'ils sont en mesure de faire de l'investissement autonome par eux-mêmes? Ben, souvent, quand j'entre avec des gens du podcast, la première question, je vais leur dire, tu sais, à quel point t'aimes ça? Est-ce que le soir, t'aimes ça faire des calculs, t'aimes ça lire, en apprendre, aller chercher les informations pour ta situation? Je pense qu'il faut un réel intérêt quand on fait de l'investissement autonome. Si tu dis, ben, je veux pas passer trop de temps là-dessus, ben, peut-être que ça vaut la peine d'avoir un conseiller. Est-ce que tu es quelqu'un est-ce que tu as des gens avec qui parler dans ton entourage? Parce que être seul dans notre situation, des fois, on n'a pas de distance face à notre situation où les émotions peuvent embarquer. Fait que je pense que d'avoir des gens autour de soi avec qui on peut échanger, c'est important pour se faire des fois challenger un petit peu. Fait que des fois, on en a, des fois, on n'en a pas, ou des fois, on va être gêné de partager notre situation financière. Fait que je pense que le conseiller est une bonne personne. Selon mon expérience, puis pour l'avoir vécu avant d'être conseillère, puis maintenant que je suis conseillère, je pense que la majorité des gens bénéficient, du moins surtout au début, de conseils, d'être accompagnés, puis de faire un mode peut-être partagé au début, de tester certaines choses, mais d'avoir toujours le conseiller disponible. Puis l'élément peut-être à faire attention, c'est pas parce que votre conseiller actuel peut-être vous offre pas ce qu'on parle présentement, qu'il n'y en a pas un autre qui va être disponible et qui va vous apporter une certaine valeur ajoutée. Je pense d'avoir un mode hybride, des fois, c'est le fun. On va pouvoir voir ce qu'on peut faire. Puis si après un certain nombre d'années, on voit que nos besoins sont tous remplis puis on est autonome, ça va super bien, ben, vous faites le transfert de vos comptes. C'est pas si compliqué que ça non plus, faire le transfert. En même temps, je vois plus des fois le contraire où les gens, des fois, ont un mode hybride au début, puis après ça, finalement, ils laissent un peu tomber parce qu'ils se rendent compte qu'ils manquent de temps, ils n'ont pas fait des suivis, ces choses-là. Fait que je pense que le temps, le désir des connaissances, puis selon la complexité, c'est sûr, de la situation financière, tu sais, quelqu'un qui est célibataire, qui est seul, qui a son CELI, qui a son REER, tu sais, c'est peut-être un peu plus simple, mais quand le CELIAP embarque, quand le REA des enfants embarque, quand les besoins d'assurance embarquent, tu sais, on a tous ces besoins-là qui évoluent, ben là, d'avoir quelqu'un qui a comme une vision globale, ben je pense que c'est aidant. Donc, j'apprécie beaucoup que tu sois ouverte à la méthode hybride. Puis aussi, je sais pas si les gens ont remarqué, là, c'était peut-être caché dans tes phrases, mais j'apprécie beaucoup que tu aies dit d'avoir l'opportunité de jaser avec un professionnel ou des amis de l'entourage qui sont intéressés. Puis c'est ce que j'apprécie chez toi, puis c'est pour ça, là, je le dis aux personnes auditrices, que j'ai accepté que Christine fasse de la publicité et participe au podcast. C'est parce que tu es nuancé. Puis c'est ce que j'essaie de faire sur le podcast, c'est de ne pas être noir ou gris par rapport aux finances, c'est d'être un peu plus gris, donc de nuancer différentes opinions d'auteurs et tout ça. Puis c'est ce que j'apprécie chez toi, tu sais, t'es pas juste venir discuter avec un professionnel, même si c'est ton travail, tu te dis, ben oui, ça se peut qu'il y ait certaines personnes qui soient capables d'investir de façon autonome, juste en jasant avec des amis, rester allumés, puis se prendre quelques minutes ou une heure ou deux par mois pour faire leur budget, leur investissement. Fait que je prendre le temps de souligner que j'apprécie beaucoup ça chez toi, puis
Pour ça, là, quand je dis magasiner le professionnel, c'est de faire affaire avec quelqu'un qui est là pour vos intérêts puis pas pour seulement pour les siens. Bien sûr, chaque conseiller financier doit gagner sa vie avec son travail, mais qu'il le fasse de la bonne façon. Là, c'est vraiment ce que je souhaite pour mes personnes auditrices qui vont décider d'aller vers la méthode hybride ou de faire tout simplement affaire 100% avec un conseiller. Donc, c'est pas mal ça. Je pense qu'on va finir là-dessus, Christine, aujourd'hui ensemble. Mais avant, j'ai un dernier petit challenge pour toi, un dernier petit défi. Dans mes épisodes de podcast, je fais toujours des synthèses de livres, donc en 5 points. Peut-être difficile aujourd'hui en 5 points. Je n'ai pas la mémoire et la capacité en parlant de me rappeler de 5 éléments importants qu'on a discutés aujourd'hui. Mais si je te demandais, c'est quoi la chose selon toi à retenir là, pour les personnes auditrices dans tout ce que tu as dit aujourd'hui, ça serait quoi cette chose-là? Je pense que l'important, c'est comment vous allez développer votre richesse. Fait que souvent, ce qui est important, c'est de se mettre en action. Première chose, c'est de ne pas hésiter, que ça soit par vous-même ou que ça soit avec quelqu'un ou que ça soit avec des amis. Je pense que l'important, c'est de se mettre en action puis de poser des gestes concrets. Puis on n'a pas, c'est vrai, parlé un peu, mais des habitudes. Pour moi, je parle toujours des habitudes avec les clients au quotidien. Autant les bonnes habitudes vont nous faire grandir plus vite, autant que les mauvaises habitudes vont nous nuire quand même considérablement. Fait qu'il faut aller identifier au quotidien qu'est-ce qui va nous aider. Puis également, dans le fond, oui, le rendement, c'est important. Puis les frais de gestion, comme des fois tu abordes dans le podcast, c'est important, mais Quelquefois. Je l'ai abordé quelques fois. Mais je pense qu'ultimement, c'est quoi la valeur ajoutée, puis comment la vitesse à laquelle ça va m'accélérer les décisions, les stratégies qu'on va m'apporter. Fait que je pense qu'il faut évaluer tous ces éléments-là pour déterminer qu'est-ce qui nous convient comme investisseur, puis quel chemin je vais prendre pour y arriver. Ben, c'est génial. Puis moi, ce que je retiens, c'est de s'éduquer et de poser les bonnes questions. Donc, de trouver la bonne personne si vous décidez de faire affaire avec un professionnel. Puis par là, je dis pas, puis je pense que tu serais la première à le dire aussi, là, c'est pas nécessairement de t'écrire à toi puis de faire affaire avec toi automatiquement. C'est peut-être de t'écrire, de poser les questions, puis s'ils se sentent confortables, puis ils sentent que tu peux leur apporter quelque chose, ben là, faire affaire avec toi. Mais de pas juste prendre le conseiller d'un ami ou quelqu'un de la famille. C'est vraiment faites vos devoirs parce que ça peut coûter très cher d'avoir un mauvais conseiller, comme ça peut coûter très cher d'investir de façon autonome puis de mal le faire aussi, là. Donc, je pense, moi, c'est ce que je retiens, c'est de poser les bonnes questions. Puis, tu sais, je te remercie, Christine, tu me permets de profiter d'un moment pour nuancer, tu sais, tout ce que je dis sur le podcast, parce que oui, je crois encore beaucoup à l'investissement autonome, je crois beaucoup à l'éducation financière, puis tu y crois aussi, là. Mais je pense que ça fait du bien aujourd'hui de nuancer un petit peu, de dire, après avoir rencontré certaines personnes, je me rends compte, en effet, qu'il y en a certains qui c'est super bien l'investissement autonome et d'autres qui sont peut-être mieux de faire affaire avec une bonne personne professionnelle et pas n'importe qui non plus. Ben, je pense que j'ajouterais que l'important, je pense que les deux, on a à cœur que les gens améliorent leur santé financière, puis en fait, Ouais. qu'ils en bénéficient. Fait que je pense qu'il faut trouver juste le bon moyen pour soi. Puis effectivement, je suis probablement pas la bonne personne pour certaines personnes qui écoutent le podcast. J'ai une approche, puis peut-être ça correspond pas. Fait que trouver la bonne personne, oui, ça va me faire plaisir de parler d'investissement avec les gens du podcast, mais avant tout, je veux surtout qu'ils grandissent puis qu'ils puissent trouver la bonne solution pour eux. Je pense que ça termine bien là-dessus, l'épisode, Christine. Je te remercie d'avoir pris du temps aujourd'hui pour être avec moi sur le podcast. Puis je te remercie surtout de soutenir le podcast, là. Ça me permet de diminuer le nombre d'annonces en anglais qui ont moins rapport avec les finances. Donc, un gros merci de soutenir le podcast. C'est très apprécié. Merci à toi. Bonne fin de journée. Bye bye.